Nous sommes de retour sur le plateau de TV Finance pour cette édition du 17 novembre 2022, du live et également du Flash Crypto, notre bimensuel dédié au monde des crypto-monnaies. Aujourd'hui avec nos invités, vous vous en doutez, on va revenir sur ce qui secoue actuellement la sphère des monnaies virtuelles des crypto-monnaies. C'est le scandale de la plateforme d'échange FTX. Et pour en discuter, je suis en plateau avec Madame Nathalie Janson. Bonjour Nathalie. Bonjour. Bonjour Nathalie, que je ne vous présente plus, professeure à Neoma Business School et spécialiste notamment des questions monétaires et donc des crypto-monnaies. Je suis également en plateau avec Raphaël Bloch, bonjour, journaliste et cofondateur de The Big Whale, le magazine... The Big Whale. The Big Whale, la grosse baleine, le magazine qui fait référence en France dédié aux crypto-monnaies. Bonjour Raphaël. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Raphaël, on va commencer avec un tweet que vous avez publié il y a quelques jours dans lequel vous disiez que en début d'année 2022, quiconque vous auriez dit que 2022 aurait été le théâtre de la chute de l'UST, que Celsius allait faire faillite et que FTX allait se révéler être une gigantesque arnaque, vous l'auriez pas cru. Pourquoi ? Tout simplement parce que si juste on revient au début de l'année, en fait on sortait d'un trend de 18 mois où on l'a vu, alors ça concernait les cryptos mais tous les actifs financiers, les valeurs ne cessaient de monter. Je vous rappelle qu'en novembre 2021, le marché des cryptos représentait 3 000 milliards de dollars. Donc on savait que ça n'allait pas durer éternellement. Pas mal d'acteurs du secteur alertaient sur le fait qu'il y avait une bulle. Mais c'est vrai que en mars-avril, quand le scandale autour de Terra Luna et de l'UST, donc ce stablecoin s'est effondré, a explosé, ça a entraîné... il y a une sorte d'effet boule de neige avec plusieurs entreprises de l'écosystème qui ont été touchées. Ça a fortement corrigé sur les marchés et ça nous a plongé dans ce qu'on vit depuis 6 mois, à savoir ce bear market sur les cryptos. Et effectivement, Celsius a été l'un des dommages collatéraux de l'effondrement de l'UST. Et là, on arrive avec, alors c'est malheureux de le dire comme ça, mais c'est un peu la cerise sur le gâteau. C'est-à-dire qu'on a connu une année terrible. Et là, vous avez l'une des plus grosses plateformes de la planète. La deuxième plus grosse. Voilà, alors après, ça dépend, c'est deuxième, troisième. Sans volume d'échange. En nombre de clients, c'est moins, parce qu'ils avaient entre 1 et 5 millions de clients. On va voir justement ça juste après, mais c'est déjà gigantesque. Voilà, et effectivement, on se rend compte que cette plateforme qui était portée au nu un peu partout sur la planète, par les investisseurs, aussi par les médias. Et par les hommes politiques. Par les hommes politiques, était en fait une sorte de coquille vide, du moins plus précisément, était une entreprise qui gérait beaucoup d'actifs et dont le patron avait aussi un fonds d'investissement. Et en fait, il utilisait une partie, même quasiment l'intégralité de ses fonds pour alimenter son fonds dans lequel il n'a pas réalisé que des bons investissements. Et évidemment, donc du coup, le monde des cryptos est mis face à une crise de confiance extraordinaire. Nathalie, il y a une étude qui a été publiée par la BRI, la Banque des règlements internationaux, publiée avant-hier, dans laquelle elle dit que les investisseurs en Bitcoin ont perdu que 81% des investisseurs en Bitcoin ont perdu de l'argent sur le marché des crypto-monnaies. Est-ce que ça va rajouter à la défiance actuelle Est-ce que ça peut rajouter quelque chose à la défiance actuelle des investisseurs particuliers au marché des crypto-monnaies ? Je pense que ceux qui ont été échaudés, ils ont sans doute appris une leçon à un prix un peu fort. Mais pour revenir à tout ce trend, le problème essentiel ici, c'est qu'on voit qu'en fait la crise sur les cryptos était, c'est toujours facile de dire qu'elle était prévisible, mais dès lors où la Fed a resserré les taux d'intérêt, on savait très bien qu'il y allait avoir des baisses, notamment sur les marchés et donc sur les marchés risqués. Et un des segments les plus risqués du marché, c'était les crypto-monnaies. Maintenant, savoir qui allait tomber, c'est là, en fait, était la grande question. Et je pense qu'effectivement, tout le monde était à des années-lumière de se dire qu'FTX allait tomber pour les raisons qui ont été énoncées. Donc, pour en revenir à ces petits investisseurs qui ont perdu, c'est qu'en fait, tout simplement, comme dans beaucoup de cas d'investissement, c'est-à-dire que les petits investisseurs, en général, sont ceux qui viennent sur le marché quand, en fait, ça monte, ce qui est une très mauvaise idée, puisqu'en fait, s'ils sont sur le trend de fin en se disant « faut pas que je loupe ça », ils ont de fortes chances, en fait, d'avoir des pertes, puisque c'est la fin du trend haussier. C'est la fin du trend haussier, voilà. Et c'est là où c'est publicisé, c'est-à-dire qu'en fait ils y vont parce qu'il y a tellement de bruit autour de il y a tellement de bruit autour de ça, puis vous savez qu'il y a des affaires sur le rôle des influenceurs, donc tout ça fait que Raphaël, vous disiez qu'il y avait quand même la méthode de calcul était à revoir. Oui, effectivement, c'est-à-dire que nous on a lu ce rapport, alors qui est très intéressant et effectivement qui comme l'a très bien souligné Nathalie, montre un phénomène assez important, à savoir que beaucoup d'investisseurs, notamment retail, donc des particuliers,
particulier sont arrivés en 2020-2021 parce que les marchés montaient et il y avait ce qu'on appelle le FOMO, la peur de rater une bonne opportunité. Donc ils sont venus sur ce marché avec les conséquences aujourd'hui. Quand on a un Bitcoin à moins de 20 000 $ et quand on est rentré à 40, 50, 60 000 $, forcément il y a des pertes. Mais il y a quand même effectivement quelque chose sur la méthodologie, c'est-à-dire que la BRI elle-même admet qu'ils ont fait ça sur un coin de table, je les cite, ce sont des calculs de coin de table. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas accès à toutes les données. Typiquement, vous prenez FTX, parce que donc ils sont basés sur les chiffres de 200 exchanges à l'échelle mondiale. Donc en fait, ces plateformes qui permettent d'acheter et de vendre des cryptos. Et quand on voit ce qu'FTX a fait de ces chiffres, ça vous donne quand même aussi une idée de la qualité des chiffres de certaines plateformes et tout bêtement aussi de la transparence à l'échelle mondiale. Est-ce qu'ils ont pris des plateformes uniquement régulées en Europe ou aux États-Unis? Est-ce qu'ils sont allés voir du côté des plateformes peut-être en Asie ou sous d'autres latitudes? Donc voilà, c'est eux-mêmes qui ont expliqué que les chiffres donnaient une indication. On sait qu'il y a eu beaucoup de perdants dans cette crise. Après, de là par les 80%, on sent que c'est un chiffre qui fait un peu peur, c'est un peu Et je l'ai volontairement choisi, ils disce que la fourchette est comprise entre 73 et 80%. Mais ils l'utilisent aussi à titre pour défendre en fait ce qui est de bonne guerre, honnêtement. Exactement. Ils veulent faire peur. Donc, mais c'est un peu exagéré parce que c'est pas tout, c'est pas vraiment scientifique. C'est pas le moment en plus. Du coup, si on revient sur l'effondrement de FTX, à quel moment tout a basculé, Nathalie? Le moment où tout a basculé, c'est quand il y a eu ces fameux rapports. Il y a eu dans la presse, il y a eu via CoinDesk, il y a eu l'idée que peut-être la société Alameda avait été bizarrement financée et que c'était lié, il y avait des liens un peu entre les deux sociétés. Voilà, les liens entre les deux, c'est-à-dire qu'en fait, on a découvert qu'effectivement, Alameda possédait beaucoup du FTT et qu'elle utilisait ça pour financer, lever des liquidités qu'elle replaçait sur FTX. Donc voilà. Donc ça a été le début. Après, on a eu évidemment la grande intervention du fameux CZ, c'est-à-dire le patron de Binance, qui a mis qui a répandu, qui a allumé le feu en fait, puisque il a dit alors dans ces conditions, bon, il avait raison aussi, je vais retirer mes FTT parce que peut-être que finalement c'est pas terrible. Et effectivement, dès lors où il a fait ça, étant donné que c'est le patron de Binance qui est lui pour le coup la première plateforme et puis assise depuis un petit peu plus d'années. Alors pour aussi relativiser, sachez que la première plateforme c'est Coinbase, elle existe depuis 2013 et c'est pas que tout va bien, mais elle est là depuis 2013. Il n'y a pas non plus, toutes les plateformes sont pas non plus. Ils ont communiqué très récemment en disant que potentiellement leurs clients avaient perdu maximum 10 millions de dollars dans le scandale. Disons qu'après c'est aussi la difficulté, c'est-à-dire que on sait qu'FTX, là c'est effondré comme un château de cartes, mais en réalité on est en plein dans l'effondrement, dans le sens où FTX était malheureusement devenu un acteur systémique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas simplement leurs activités d'achat et de vente de crypto, c'est que, comme le dit très bien Nathalie, c'était une grosse plateforme et ils investissaient dans différents projets, donc on sait que beaucoup d'acteurs vont être touchés par contagion, d'autres acteurs de la crypto vont être touchés. Donc en réalité, en fait, le gros de la crise n'est pas forcément passé. On va plutôt la voir dans les semaines et les mois qui viennent. On l'a vu effectivement hier, Genesis qui est un gros acteur, qui fait du prêt collatéralisé avec des cryptos, qui a interrompu momentanément les retraits. Donc on sait que beaucoup d'acteurs vont être touchés et c'est vrai que on s'interroge sur comment une société comme FTX, qui était très bien financée, je rappelle quand même qu'en 18 mois, ils ont levé près de 2 milliards de dollars. C'est quasiment un record sur les 2 derniers mois. Il y a peu d'entreprises qui ont levé autant, soutenues par des grands fonds d'investissement, Sequoia, Temasek, SoftBank, ce ne sont pas des petits noms. Et c'est vrai qu'on se demande finalement comment ces grands fonds qui ont investi des centaines de millions de dollars dans FTX n'ont pas tout bêtement ouvert le capot, soulevé le capot en se disant on va regarder ce qu'il y a dans cette société, comment elle fonctionne, parce que aujourd'hui c'est juste délirant de constater qu'effectivement rien n'était ségrégué, qu'on pouvait jouer avec les fonds des clients, que donc les deux sociétés d'SBF, FTX et son fonds d'investissement étaient quasiment dans le même immeuble aux Bahamas. Il y a tout ça qu'il faudra aussi éclairer et qui va peut-être aboutir à une nouvelle régulation, même si ces acteurs sont déjà régulés. Avant d'arriver à une nouvelle régulation, vous pensez tous les deux que l'écosystème des cryptos va pouvoir se relever de ce scandale? Oui, il va se relever parce que de toute
toute façon, comme Raphaël le dit dans The Big Whale, et puis ça a été lu, c'est pas la crypto FTX. FTX est un intermédiaire, c'est l'opposé de la crypto. Et puis, il y a deux types d'intermédiaires, centralisés, décentralisés. Parce que là, on est dans la centralisation, et c'est bien, c'est tout ce que les fans de Bitcoin n'aiment pas. C'est-à-dire que pour eux, ce qui arrive n'est pas étonnant, parce que de toute façon, c'est le verre est dans le fruit de la centralisation. Donc voilà, la crypto, elle ne va pas s'effondrer à cause de ça. Tout à fait, effectivement, sur l'écosystème, parce que et tout à l'heure vous l'avez souligné, c'est une question de confiance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit bien que énormément d'investisseurs, particuliers entreprises, se posent la question de savoir jusqu'où l'effondrement d'FTX va aller, avec ses conséquences sur les acteurs du secteur. Et c'est vrai que il faut vraiment avoir en tête que FTX n'est rien d'autre qu'un broker, une place de marché qui permettait aux gens d'acheter et de vendre des crypto-monnaies. Il n'y avait pas d'histoire de blockchain. Alors, ils avaient un jeton, le fameux FTT. Mais c'était pas une blockchain. Voilà, mais ça n'avait rien à voir avec l'écosystème crypto. C'est-à-dire qu'ils auraient très bien. Voilà, c'était un token. Mais je veux dire, ils auraient très bien. Enfin, FTX, bon, là en l'occurrence, vendait des cryptos, enfin permettait d'en acheter, mais il permettait aussi d'acheter des actions. Donc en réalité, c'est vraiment une fraude au sein d'un acteur qui touchait aux cryptos, qui avait pris une place démesurée dans l'écosystème. Mais c'est vrai que ça n'est pas du tout un acteur historique qui bosse sur des protocoles, qui a développé, enfin voilà, des projets vraiment crypto. Un broker, un acteur financier en fait, finalement chargé de faire le lien entre acheteurs Exactement, et vendeurs. mais ils auraient pu vendre, alors je sais pas, des avions ou autre chose. Voilà, c'est des oranges maintenant, probablement. Des oranges, voilà. Très certainement. Du coup, alors, est-ce que revient cette sempiternelle question de comment on peut se prémunir face au risque. Alors, il y a maintenant aujourd'hui ce qui est mis sur la table, c'est la preuve de réserve. La preuve de réserve, c'est en gros, on dit que des auditeurs certifient qu'en réserve, on a un certain montant. On a vu aussi, juste après le stand de la FTX, que potentiellement certaines plateformes pouvaient se transférer des fonds juste avant, des certifications, etc. Mais est-ce que dans cet épica, finalement, malgré tout, ça reste quelque chose d'efficace ? Alors effectivement, on a vu que les autres plateformes aussi, pour rassurer leurs clients, ont dit attendez, ne partez pas, on va mettre en place, ce qui est déjà le cas pour certaines plateformes, mais Binance, voilà, une preuve de réserve, c'est simplement en fait vous êtes capable de consulter le solde, je veux dire, qui est disponible sur la plateforme, et donc elle va vous dire on a bien 5 milliards, 10 milliards en réserve. On a ce matin publié une interview de Pascal Gauthier, donc le patron de Ledger, qui est le leader mondial de la conservation des actifs numériques. On a parlé de ce sujet avec lui. Ledger travaille avec ces plateformes pour les aider à sécuriser les fonds. Et ce qu'il dit de très intéressant, et il n'est pas le seul, c'est que la proof of reserve, donc la preuve de réserve, est un outil intéressant mais pas suffisant. Pourquoi ? Parce que vous êtes capable effectivement de justifier à un instant T que vous avez les fonds, mais 10 minutes après... Où était-il ? Vous êtes capable de les transférer. Et en fait, aujourd'hui, vous avez des acteurs qui font ces proof of reserve tous les 3 mois ou peut-être tous les mois, mais ça ne garantit absolument pas que les fonds sont disponibles 10 minutes avant, 10 minutes après. Et on a vu, alors c'est compliqué encore de l'affirmer, mais certaines plateformes, là pendant la période, se sont peut-être prêté de l'argent pour être capable de dire, regardez, on a bien les fonds pour éviter une espèce de crise systémique dans toutes les plateformes. Oui, même si en fait, ça peut ne pas être idiot de se prêter, c'est parce qu'il faut bien faire attention, historiquement parlant, c'est moi qui ai beaucoup, moi qui ai pas mal écouté. Non, c'est en fait le marché n'a pas intérêt en fait à avoir un acteur qui se casse la figure et qui ne s'en sort pas, parce qu'en comme vous l'avez vu, ça précipite les marchés puisqu'il y a des liquidations de positions en chaîne pour pouvoir en fait faire face à ces obligations pour ceux qui sont touchés. Donc, si on se réfère à ce qui se passait dans les premiers temps des épisodes bancaires, c'était un peu la même chose parce que la liquidité était très faible là pour le coup, et donc on avait le même problème. Et du coup, spontanément, on appelait ça la solidarité de place. On venait prêter officiellement ou pour qu'effectivement on puisse éviter de cette cascade en fait de vente. Donc c'est pas du tout, c'est plutôt une bonne idée. Maintenant, il faut voir comment effectivement c'est fait. Communiquer dessus alors, il faudrait que ce soit transparent, visible, compréhensible. Oui, mais parce que ce n'est pas du tout idiot de se dire que on va aller empêcher le cercle de la liquidation en fait en chaîne. Il faut surtout, puisque du coup ça évite que le marché naturel aussi également. De toute façon, pour le cas d'FTX, comme on a découvert tout ce qu'on a découvert, il est clair que là on
est dans un cas d'épuration, puisque voilà, c'est quelqu'un qui a juste, qui est un escroc, et comme l'a justement dit Raphaël, il aurait pu il aurait fait, c'était parce que la crypto c'était le truc du moment. Voilà, il aurait là où Nathalie effectivement a raison, c'est que ça peut avoir du sens de faire ça. Ce qui est intéressant juste de constater, c'est que on parle de pratiques qui correspondaient à la finance, enfin je veux dire traditionnelle. Et c'est vrai que là, on voit bien, et d'ailleurs, on en a déjà parlé ensemble avec Nathalie, il y a une sorte de fracture au sein de l'écosystème entre justement les gens qui veulent absolument s'éloigner le plus possible des pratiques de la finance traditionnelle. C'est aussi la philosophie des cryptos, et d'autres qui disent on ne vient pas de Neptune, et on peut aussi peut-être adopter des codes qui correspondent à la finance traditionnelle, mais simplement en étant plus civilisé, c'est-à-dire en s'en servant correctement, en étant plus transparent. Effectivement, ça pourrait être un signe de transparence, mais on voit qu'il y a une fracture, c'est-à-dire que d'autres rejettent totalement ces outils. Justement, alors effectivement, et ces deux modes de pensée, finalement, ces deux philosophies, on les retrouve dans les visages des plateformes d'échange qui existent aujourd'hui. Il y a les plateformes d'échange centralisées et décentralisées. Ce qu'on remarque, Celsius, FTX, c'était des plateformes centralisées, du coup, et qui ne répondent pas effectivement à l'esprit premier du Bitcoin, qui est la décentralisation, la DeFi, etc. Du coup, on imagine peut-être que ça va faire le jeu du Bitcoin, cette affaire. Ça, on en reviendra juste dans un instant, juste pour continuer sur cet esprit un peu finance traditionnelle, etc. C'est le patron de CZ qui a expliqué que pour venir en aide à l'univers crypto, il allait créer un fonds de soutien, qui permettrait aux acteurs naissants de trouver des fonds, mais également probablement de venir en aide aussi aux plateformes qui ont vu. C'est la réplication du. Alors il y a deux. Voilà, si c'est de la liquidité, c'est du prêteur en dernier ressort. Si c'est vis-à-vis des utilisateurs, c'est un fonds d'assurance. Mais ça va même beaucoup plus haut que ça. Est-ce que c'est pas finalement une banque centrale? Est-ce que CZ, Binance, n'est pas en train de jouer le rôle d'une banque centrale? Alors banque centrale, c'est toujours pareil. Il faut savoir si en fait c'est parce qu'on va créer des jetons de rien, ou si c'est en fait tout simplement puisqu'il y a toujours la grande là aussi d'ailleurs ça a été mis en cause dans le système avec Solana, puisqu'on l'a pas dit, mais Solana était aussi touchée, et Solana notamment elle générait ce qu'on appelle des sols Bitcoin et des sols Ethereum, et en fait ces sols sont un peu une création monétaire sur le Bitcoin et l'Ethereum, donc très proche de notre système, et donc effectivement on faut faire attention, parce qu'on pourrait effectivement se retrouver du coup dans un système qui va créer de la monnaie crypto, et qui pourrait donc avoir les mêmes travers que nos systèmes actuels. Mais pour l'instant on ne peut pas considérer que ce fonds de soutien de CZ, ça s'approche du rôle d'une banque centrale. Alors moi j'ai deux observations sur ce fonds. Je pense que CZ, donc le patron de Binance, quand effectivement il a fait son tweet il y a maintenant près de 2 semaines pour expliquer qu'il allait se désengager de l'écosystème d'FTX en vendant le fameux token FTT, je pense qu'il savait ce qu'il faisait, peut-être qu'il n'avait pas anticipé la vague absolument monumentale qui allait suivre, et donc dans la position dans laquelle il est, s'il ne veut pas voir quand même une grosse partie de l'écosystème, alors je ne parle pas des marchés crypto, parce qu'en réalité les marchés ont baissé, crise de confiance, mais qui est pas énorme, c'est-à-dire que on voit toutes ces comme il n'a pas fait moins 70. Voilà, exactement. En fait, ce qui se passe, c'est que là, ça concerne vraiment les acteurs centralisés, beaucoup d'exchanges, qui se retrouvent dans des situations délicates. Donc je dis simplement, je ne peux pas me retrouver seul sur le marché, donc il faut quand même que je soutienne les acteurs. Et la deuxième, donc c'est philanthropique d'une certaine façon. Non, mais c'est surtout il entretient le marché sur lequel il est. Comme je disais tout à l'heure, il n'a pas intérêt il a aucun intérêt à avoir la. Exactement. Voilà, c'est-à-dire que qu'un ou deux acteurs disparaissent, pourquoi pas, mais il y a un moment donné, il faut quand même. C'est comme dans une forêt, c'est-à-dire que si un ou deux arbres tombent, ça va, mais si vous vous retrouvez tout seul dans une clairière où il n'y a plus rien, c'est un peu problématique. Et donc voilà, donc ça a du sens. Par contre, la deuxième chose, je vais être un peu, pas taquin, mais il y a 6 mois. SBF a quasiment fait à l'identique ce que CZ est en train de faire avec Binance. C'est-à-dire que SBF est arrivé en disant Celsius, toutes les entreprises qui sont touchées par le crash de l'UST et de Celsius, je vais venir les aider. Et c'est vrai que là, alors je ne peux pas prévoir ce qui va se passer, mais ça m'inquiète un petit peu dans la mesure où c'est vraiment ce qu'on a entendu il y a 6 mois, on voit comment ça a terminé. Alors je ne compare pas du tout Binance et FTX, mais simplement, je vous dis, c'est exactement la même chose. Et 6 mois après, on a FTX qui s'effondre avec toutes ces entreprises qui suivent. On verra ce que Binance peut faire. Binance qui est beaucoup plus solide financièrement, mais ça pose quand même des questions sur
bon, c'est très bien que l'écosystème gère ça lui-même, mais on peut aussi se dire, bon, l'État, la puissance publique, de temps en temps, ça peut avoir du bon quand ça met tout le monde autour de la table. C'est ce qui s'est passé avec Lehman Brothers. Alors, c'était pas simple, mais on liquide une banque et puis on remet un peu tout d'équerre, même si c'est pas parfait. Là, aujourd'hui, c'est l'écosystème qui se débrouille, mais ça peut être aussi un jeu de massacre. C'est l'esprit des cryptos, c'est l'esprit de la blockchain finalement. Bah, on est d'accord, mais après, il faut expliquer ça à des millions d'investisseurs particuliers. Voilà, d'investisseurs, l'esprit blockchain, là, c'est voilà. Mais c'est vrai, de toute façon, SBF avait le surnom dans la presse anglo-saxonne de prêteur en dernière sort. Très souvent, quand il y a eu, dans 6 mois, il y a 6 mois, il faisait ça. Effectivement, ça m'avait interpellé. Je me suis dit, tiens, c'est une réponse, ok, ça peut être intéressant, mais bon, le problème, c'est que c'était très mal financé. Et du coup, le moment où toi, tout a basculé dans ce scandale FTX, c'est pas au moment où justement l'UST s'est effondré, Celsius fait faillite, etc. C'est le début de la fin, oui, c'est sans doute le début de la fin. Non, oui. mais ça s'est précipité. Non, mais exactement. Mais justement, ce qui est très intéressant, et ça se passe, on l'a suivi avec Nathalie et tous les gens qui s'intéressent à ces sujets, on savait que voilà, la hausse des marchés avait permis de financer beaucoup de projets. Quand je parle de hausse des marchés, voilà, beaucoup trop. Des projets très sains, d'autres qui n'avaient aucun intérêt. Et c'est vrai que quand il y a eu l'accident autour de l'UST, on savait que ça allait arriver. Un ralentissement, et bien finalement, tous les projets qui n'étaient pas rentables ou qui étaient mal ficelés se sont pris la vague en pleine poire. Et puis après, ça met du temps. C'est-à-dire que vous avez 1 mois devant vous, 3 mois devant vous. Et là, il y a encore des entreprises qui subissent les conséquences de la première vague avec l'UST. Mais c'est vrai que là, vous avez, voilà, c'est un tsunami. Vous avez première vague. Et puis là, on se rend compte qu'il y a une deuxième grosse secousse avec des vagues encore plus élevées, c'est FTX. Et c'est vrai que ça va faire un sacré ménage. Mais nous, notre conviction, c'est qu'il y a encore plein de choses dans l'écosystème. Les cryptos sont toujours là, il y a plein d'entreprises dans les NFT. On parle de Ledger, Ledger ne s'est jamais aussi bien porté. Donc c'est aussi ça qu'il faut avoir en tête. Ouais, c'est ça, d'accord, effectivement. Donc l'impact est important, mais ne mettra pas le monde des cryptos. Sur une partie de l'industrie. Voilà. C'est normal finalement, c'est comme les années 2001, le crack exactement, les acteurs mis de côté. La descente aux enfers de SBF, elle a la mesure de sa montée absolument fulgurante. Exactement, et donc c'est... En général, il faut toujours être très, très vigilant quand on voit une réussite aussi spectaculaire. Surtout sur les marchés financiers. Surtout sur les marchés financiers, ouais, effectivement. Il nous reste peu de temps, à peine 10 minutes. Du coup, j'aimerais vous entendre sur la régulation, parce que donc MiCA va être adopté, enfin, va être en passe d'être adopté par l'Europe. Donc du coup, après, il faut le temps que ce soit transcrit dans les textes nationaux. Du coup, on attend MiCA applicable pour quand, du coup, selon vous? Alors, très rapidement, effectivement, après 2 ans de débat, donc il y a eu un accord, le fameux trilogue, juste avant l'été, donc c'est Conseil, Commission et Parlement, sur MiCA, qui ne régule pas toutes les cryptos à l'échelle européenne, mais surtout concerne justement les plateformes. Alors après, il y a plein d'éléments dans MiCA, mais vraiment le gros sujet, c'était de réguler ces acteurs qui interviennent sur les marchés. Il y a 2-3 semaines, ça a été adopté donc, en commission au Parlement. Donc tout le monde est d'accord. Ça doit être mis dans les textes nationaux. Voilà, et ça doit être définitivement signé au début de l'année. Traduction, MiCA doit entrer en vigueur en 2024. Et puis après, il y a 18 mois pour adapter, c'est-à-dire que les États devront transposer. 2025-2026. 2025-2026. Okay. Après, il faut aussi voir qu'il y a quand même déjà des régulations, notamment en France. Ça fait longtemps, c'est la certification, c'est ça. La PSAN est là depuis longtemps. Exactement. Aux États-Unis aussi, mais c'est faible finalement par la force des choses. Enfin, c'est un premier pas. Finalement. Mais c'est là où Nathalie connaît très bien ces sujets. En fait, la régulation, elle n'a pas empêché 2008. Ouais, bien sûr. Faut pas. Et la régulation n'est pas parfaite. Alors, l'obstacle à la fraude, effectivement, vous augmentez le coût de celui qui veut effectivement mal utiliser le système, mais en aucun cas on peut éradiquer. Donc, c'est comme la preuve de réserve, c'est comme après. En finance, le problème, il est là. C'est-à-dire que la valorisation, elle est comme ça à un moment donné. Elle varie par définition. Donc on a beau mettre tout ce qu'on veut comme système pour essayer d'assurer une meilleure protection, une meilleure transparence. On dit la même chose qu'on a dit sur la preuve de réserve, on dit la même chose sur les fonds propres des banques. On dit les fonds propres des banques, ils sont calculés à un instant T. Qu'est-ce qu'ils font dans l'instant T+3 ? Bon, bah voilà. Et donc il n'y a pas de système parfait. Oui, tout système a des failles de toute façon, quoi qu'il arrive. Mais effectivement, sur la régulation, aujourd'hui, que ce soit aux États-Unis
ou en Europe, il y a des textes. Vous avez une cinquantaine d'entreprises en France qui sont enregistrées auprès de l'AMF qui fait son travail. Là, on sait que ces 10 derniers jours, l'AMF est allé voir tous les acteurs enregistrés. Et d'ailleurs, vous avez un résultat? Est-ce qu'elles ont, ces entreprises ont retourné les papiers envoyés par l'AMF? Oui, alors elles ont commencé à le faire. Et d'ailleurs, on voit, elles communiquent, elles expliquent qu'elles sont exposées à hauteur de tant de centaines de milliers ou de millions d'euros donc par rapport à leurs clients, parce qu'effectivement, FTX travaille avec beaucoup d'entreprises, des entreprises en France qui avaient des livrets crypto, qui permettaient d'investir sur des actifs numériques et qui travaillaient avec FTX. Donc maintenant que FTX a disparu, il y a effectivement une partie des fonds qui sont gelés, donc ces acteurs doivent gérer tout ça. Donc je veux dire, c'est pas du tout un Far West comme il y a encore plusieurs années. Aujourd'hui, c'est régulé. Et effectivement, sur FTX, là où je rejoins Nathalie, c'est que vous avez une régulation. FTX était enregistré aux Bahamas parce qu'il y avait des produits structurés qui n'étaient pas encore bien définis aux États-Unis, donc c'était compliqué. Mais FTX et FBF étaient constamment aux États-Unis. Et puis il avait sa filiale américaine. Il avait sa filiale américaine, FTX US. Delaware. Oui, mais c'est pas aux États-Unis. Ça, c'est les qui choisissent les États. Ça, c'est l'histoire fiscale. Mais voilà, exactement. C'est hyper encadré, c'est hyper surveillé. Mais effectivement, là, on touche à quelque chose, mais qu'il faut avoir la faiblesse de reconnaître, c'est l'humain. C'est-à-dire que FTX, on s'est rendu compte que c'était une organisation où c'était 3 personnes qui avaient accès aux fonds et qui ont fait n'importe quoi. Voilà. Donc après, ça doit interroger effectivement sur la culture dans cet écosystème. Nous, on ne cesse de le dire chez The Big West. Ce matin, on a signé un édito en expliquant qu'il fallait arrêter de tout justifier dans l'univers crypto parce que c'est la crypto. Je veux dire, pas parce que c'est la crypto, que c'est nouveau, c'est tech, on peut faire tout et n'importe quoi. C'est une question d'éducation, de culture dans le secteur. Ça concerne tout le monde, les investisseurs, les utilisateurs, les avocats, le régulateur et les médias. Et effectivement, il faut instaurer aussi des bonnes pratiques, c'est-à-dire ségréguer les comptes, mais ça, la régulation le prévoit, c'est-à-dire qu'il va y avoir des procès. Enfin, je veux dire, c'est pas un truc dans le vent. Je veux dire, SBF va être jugé aux États-Unis. Il n'y a pas de. Binance a été interdit aux États-Unis et ils ont aux États-Unis, ils ont Binance US parce qu'ils avaient été interdits suite à des investigations sur la fraude et le blanchiment d'argent. Donc, ça faut pas croire. Faut pas croire que rien n'est fait. C'est simplement que Coinbase, qui est là depuis très longtemps, il est coté à Wall Street, il documente son activité. Il a exactement le même que les autres. Je peux vous assurer que ça fait des dégâts quand il y a le moindre chiffre qui n'est pas comprise ou pas expliqué. Et ce qui est normal. Et comme toute entreprise de la finance traditionnelle. Exactement. Du coup, alors, donc on peut s'attendre à une poursuite de la régulation. Oui, alors il a des informations très fraîches puisque dans le dernier numéro, on avait l'avant-dernier. Christine Lagarde disait qu'on avait interviewé. Non mais effectivement, alors, ce qui se passe, c'est qu'à l'échelle de l'Union européenne, donc c'est-à-dire qu'il faut imaginer que puisqu'on a une sorte de nouvelle couche Internet, ce qu'on appelle le Web 3, l'Internet de la valeur, il faut que la régulation, et je veux dire le droit, s'adapte à tous les niveaux. C'est-à-dire que ça concerne les plateformes, mais ça concerne aussi les titres. Enfin, je veux dire, il faut qualifier tout ça en droit. Aussi imaginer donc les processus, par exemple, de protection des utilisateurs. Enfin voilà, il faut imaginer tout ce droit qui va encadrer et permettre en fait à tout le monde d'utiliser ces outils au quotidien. Donc MiCA, ça concernait essentiellement, mais pas que, mais donc ces acteurs centralisés. Après, il y avait d'autres débats sur le proof of work, donc les protocoles de validation des crypto-monnaies. Et effectivement, nous, on a échangé avec des membres de la commission. Vu le scandale FTX et les potentiels dégâts partout dans le monde, notamment en Europe, effectivement, certains disent, on a fait MiCA, mais il faut déjà qu'on réfléchisse à un MiCA 2 qui serait encore plus contraignant pour ces plateformes, et donc peut-être d'imaginer des mécanismes où en temps réel on connaît la réserve des plateformes, et effectivement ce qui serait amusant c'est peut-être de faire le même exercice avec les acteurs traditionnels, c'est de se dire est-ce qu'on n'imposerait pas aux banques, parce qu'aujourd'hui les gens ne se posent pas la question de... Parce que ils ont des ratios de liquidité, les banques. Mais ils ne sont pas postés tous les jours. Attention, le ratio de liquidité il est trimestriel. Exactement, mais ce qui est très bien. Mais donc voilà, l'idée effectivement c'est peut-être d'avoir MiCA 2. Alors pour quand, ça on ne sait pas encore. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a aussi la volonté, ce qui est bien normal, des régulateurs et des politiques. On sait que les crypto-monnaies, c'est une excellente manière de se faire bien voir, d'expliquer que c'est pas bien. Et en soi, il y a plein de choses qu'il faut corriger, mais toujours est-il qu'on va peut-être déjà attendre que MiCA entre en vigueur, s'applique. Il y a des choses à faire, et puis
les États peuvent très bien, demain, si la France veut faire plus, elle peut faire plus, c'est même de faire plus, elle peut faire plus. Là, on parle du cadre européen. Et rien n'empêche les États de prendre des mesures demain. Oui, plus supérieures, plus fortes. Oui, après c'est un minimum, hein, l'Europe, si elle donne le cadre minimum. Donc, Et aux États-Unis Aux États-Unis, ils n'ont pas jamais régulé, simplement ils n'ont pas décidé d'un cadre uniforme. C'est la seule différence. Donc il y a toujours ces grosses batailles de savoir est-ce qu'une crypto c'est un actif financier. En fait, c'est ça leur grille de lecture aux États-Unis. Hein. Si vous prenez l'histoire, c'est à chaque fois qu'il y a un problème en crypto, c'est est-ce que c'est un actif financier? Si c'est ça, alors c'est la SEC qui gère. Si c'est pas ça, alors c'est le responsable de le commodity, l'organisme qui supervise tout ce qui est le CFTC, parce que c'est de l'ordre de ce qu'on appelle les commodities. Et donc pour le Bitcoin, c'est plutôt commodities mais en fait c'est ça leur grille de lecture. Donc il n'y a jamais pas eu de régulation aux États-Unis, c'est clair. Simplement, effectivement, il n'y a pas cette obligation d'enregistrement. Parce que vous êtes crypto. Il y a une obligation d'enregistrement parce que vous avez une activité, mais pas parce que vous êtes spécialement crypto. Mais effectivement, c'est vrai qu'il y a toujours une petite confusion autour de la régulation. Pourquoi? Parce qu'on est face à des monnaies, des actifs, on les appelle comme on veut, qui ont été adoptés spontanément par les gens. Donc vous vous retrouvez dans une position où c'est pas top vers bottom, c'est vraiment bottom up. C'est-à-dire que vous avez en fait des gens qui se retrouvent avec des actifs, qui en achètent librement, et à un moment donné, il y a le régulateur et le législateur qui se retrouvent face à un écosystème où on se dit, bon, il faut faire quelque chose parce que ces gens-là, ils sont aux États-Unis, en Europe, un peu partout, ils existent et ces actifs commencent à circuler. Donc il faut qu'on les régule. Donc effectivement, la régulation, en fait, le secteur va tellement vite que le régulateur court après. Comme souvent. Voilà l'écosystème, sauf que vraiment l'écosystème crypto va très très vite. Et juste comme une petite anecdote, SBF, était l'un des chouchous des politiques et des régulateurs aux États-Unis, et sans tenir la plume, c'est quand même lui qui était consulté régulièrement par les politiques américains pour rédiger. Il était pour plus de réglementation. Oui, mais il disait on va l'écrire ensemble. Voilà. Mais ça aurait mis des roues dans son concurrent principal, si j'ai bien compris. Exactement. En plus, voilà, il y avait un peu cette tentation de je verrouille le marché américain, et vous savez que voilà, les Américains sont aussi très contents d'avoir des acteurs puissants. Ils ont eu les GAFAM, ils savent très bien que l'écosystème crypto va devenir de plus en plus important, c'est une industrie vraiment qui se développe, et donc ils veulent aussi avoir leur champion. Binance est une entreprise d'origine chinoise, même s'ils détestent qu'on le précise. En Europe, on a 2-3 exchanges, et effectivement les Américains savent que c'est indispensable d'avoir ces acteurs, donc ils avaient Coinbase et ils se disaient génial, on a FTX. Donc aussi on le pousse et c'est une belle histoire. Il nous reste 1 minute. Du coup tout ce scandale, c'est archi bénéfique pour le Bitcoin. Oui, dans une certaine mesure, c'est pas si mal pour le Bitcoin. C'est-à-dire que pour ceux qui ont décidé que les cryptos c'était n'importe quoi et qu'il fallait quitter, je pense que voilà. Pour ceux qui effectivement se disent, qui vont un petit peu plus dans ce qu'est la crypto, le Bitcoin effectivement n'a rien à voir avec tout ça. Et si effectivement vous avez des Bitcoins sur un wallet en dehors d'une plateforme, vous n'êtes pas du tout concerné par le problème actuel. Alors évidemment vous êtes concerné parce que le prix varie, mais à nouveau autant il a vraiment eu un coup, il y a eu un coup de froid terrible quand il a perdu de 70 000, voilà, il est passé à 50% en quelques mois. Là, vous voyez bien qu'avec une affaire aussi retentissante, parce que c'est quand même une sacrée affaire, FTX, il n'a perdu que 15 à 20% selon les jours. Alors, il va peut-être encore perdre parce que au fur et à mesure, voilà, il est dans une tendance baissière, mais bon, on voit bien qu'il n'est pas lié à FTX directement. Tout à fait. Non, j'ai pas grand-chose à ajouter, si ce n'est que effectivement, on avait peut-être ces derniers mois, dernières années, perdu de vue la valeur essentielle de Bitcoin, qui est effectivement de détenir en propre ces crypto-monnaies qui sont décentralisées. Enfin, c'est pas mal de valeurs qui avaient disparu de la circulation. On parlait beaucoup plus des exchanges centralisés où on ne détenait pas soi-même ces cryptos. Et effectivement, de ce point de vue-là, ça a vraiment bénéficié à l'écosystème parce qu'on voit bien que les gens se disent je vais détenir moi-même mes actifs et je ne vais plus passer par des intermédiaires financiers. Donc c'est la fin de l'ère des plateformes d'échange centralisées globalement. Non, pas la fin, parce qu'elles aident aussi le client à accéder. Il ne faut pas non plus, il y en a qui n'ont pas forcément envie,
puis c'est par facile, en facilité. fait, Donc quoi. maintenant, je pense que ce qui est intéressant aussi de garder en mémoire, c'est que avant ces espèces de bulles entretenues en 2021, le Bitcoin était à 10 000, même pas. Donc bon, moi j'ai toujours dit, ça ne me choquerait pas qu'ils reviennent plus proche des 10 000, puisque de toute façon, si c'était qu'une bulle, si effectivement ce n'était qu'une bulle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autres tendances dedans, bah, la bulle étant crevée, elle repart. Maintenant, effectivement, il y a quand même un peu plus d'adoption qu'avant, donc je pense que c'est pas 10 000, mais voilà, si c'était vraiment une bulle qui était la raison de sa forte montée, ben, forcément, elle descend. Vers les 10 000. Ok, merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup, messieurs, dames, d'avoir été avec nous ce matin pour ce Flash Crypto. Nathalie Janson, professeure associée à Neoma Business School, et Raphaël Bloch, cofondateur de The Big Whale, la grosse baleine, le média qui fait référence sur le monde des cryptos en France. Je vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. À très bientôt. Je vous souhaite une excellente journée sur TV Finance et je vous donne rendez-vous demain à 8h55. Au revoir.